Ce matin-là, un souffle léger parcourait les champs de Saint-Benoît-sur-Loire. Il était exactement 7 heures, le 10 mai 2023. Un tracteur, habituellement bruyant à cette heure, restait silencieux dans la cour de la ferme. Un détail physique simple pourtant annonçait une rupture. Comment une analyse des fonds du fleuve, une bathymétrie précise du lit de la Loire, allait-elle révéler le détail qui a tout changé dans cette disparition glaçante? Si les enquêtes sérieuses vous passionnent, abonnez-vous maintenant. Cela maintient l'affaire vivante et permet à cette histoire d'atteindre plus de monde. Marc Dubois, 52 ans, était un homme enraciné dans sa terre. Sa silhouette robuste, son regard franc, ses mains calleuses. Il racontait une vie de labeur. Chaque matin, bien avant l'aube, il se levait. L'odeur de terre fraîche et de diesel imprégnait ses vêtements. Il vérifiait ses cultures de céréales. Il rêvait d'agrandir son domaine, de passer le flambeau à ses enfants, avec la même passion. Une fortune de 5,3 millions d'euros lui offrait cette perspective. Elle était le fruit d'années de travail acharné, d'investissements judicieux. Marie Dubois, son épouse, se souvient de lui. Il était le pilier de notre famille, toujours présent, toujours à penser à l'avenir. Il ne partait jamais sans un mot. Ce lien familial indéfectible rendait son absence encore plus insupportable. Jean-Luc, un ami agriculteur de longue date, décrit Marc. Il le voyait comme un bon vivant, toujours prêt à partager un café au village. Mais Marc était aussi un homme d'affaires avisé. Il savait gérer ses affaires, il ne laissait rien au hasard, confie Jean-Luc, la voix empreinte d'une tristesse palpable. Ce contraste entre sa vie publique et la discrétion de ses affaires ajoute une couche de mystère. La communauté de Saint-Benoît-sur-Loire, soudée, s'interrogeait. Comment un homme si ancré pouvait-il s'évaporer ainsi? Le 10 mai 2023, la routine de Marc fut bousculée. À 18h30, il quitte sa ferme. Il est au volant de sa Peugeot 508 noire. Il avait un rendez-vous, disait-il à Marie, sans donner plus de détails. Les caméras de surveillance de la D951 le captent à 18h45. Il roule vers l'ouest, en direction d'Orléans. Un trajet banal pour cet agriculteur. À 19h10, le signal de son téléphone portable s'évanouit brutalement. Le dernier pointage GSM est localisé près d'un pont ancien. Il enjambe la Loire. Capitaine Léa Moreau, de la gendarmerie de Gien, l'a confirmé. Le signal a coupé net. C'est comme si le téléphone avait été jeté ou éteint délibérément. Cet arrêt soudain du signal, à un endroit précis, près de l'eau, soulève la première série de questions. Pourquoi Marc n'a-t-il pas laissé de message? Son départ était-il volontaire ou contraint? L'enquête démarre sur les chapeaux de roue. Les gendarmes interrogent les proches, les voisins, les partenaires commerciaux. On cherche le moindre indice. La plus petite anomalie dans la vie de Marc. Des battues sont organisées. Elles ratissent les champs, les bois, les berges du fleuve. Mais Marc Dubois reste introuvable. Pas un mot, pas un signe. Le silence est assourdissant. Les premières hypothèses se dessinent. Une fuite volontaire avec l'argent? Un accident malheureux? Ou pire, un enlèvement, un crime lié à sa fortune? Chaque scénario semble plausible, mais aucun ne colle parfaitement. L'argent, ces 5,3 millions d'euros, devient le mobile potentiel et l'énigme centrale. Marc aurait-il pu décider de prendre le large, de tout quitter pour une nouvelle vie? Mais pourquoi sans un mot à sa famille, qui l'aimait tant? Ce paradoxe alimente l'angoisse des enquêteurs et de ses proches. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. La Loire, habituellement calme, devient une présence menaçante. Ses courants, ses profondeurs, semblent retenir un secret inavouable. La famille de Marc lance des appels à témoins. Elle diffuse des avis de recherche. Des bénévoles sondent les rives. Les plongeurs explorent des zones difficiles d'accès. Des centaines d'heures sont consacrées à ces recherches désespérées. Mais le fleuve ne rend rien. Puis, une nouvelle, des mois plus tard, va tout changer. Un appel inattendu. Une équipe de bathymétrie travaillant sur un projet de dragage. Et un écho sonar troublant.
Que va révéler cette image sombre des profondeurs? Jusqu'ici, A, B ou C? Commentez avec la lettre et la raison. Votre avis est précieux pour nous aider à comprendre ce qui a pu se passer ce soir-là. Si ces données doivent atteindre plus de monde, laissez un like maintenant. Cela pousse l'histoire dans l'algorithme, la rendant visible à d'autres qui pourraient avoir des informations cruciales. Les initiales recherches, malgré leur intensité, ne donnaient rien. Des dizaines de gendarmes, épaulés par des bénévoles, avaient ratissé la zone. Le capitaine Léa Moreau supervisait les opérations. « Nous avons couvert un périmètre de 20 km², affirmait-elle. Les berges de la Loire furent inspectées mètre par mètre. Les plongeurs de la brigade nautique sondèrent les eaux peu profondes. Mais la Peugeot 508 noire restait introuvable. Marc Dubois semblait s'être volatilisé. La fuite volontaire avec les 5,3 millions d'euros prenait de l'ampleur. Marc aurait-il tout orchestré? Aurait-il choisi de prendre le large? Cette idée, pourtant, ne collait pas. Pas un mot à sa famille, pas un signe. Un homme si attaché à sa terre. Le signal GSM coupé net près du pont. Cela ajoutait une note dissonante. Une fuite planifiée aurait-elle été si abrupte? Les enquêteurs exploraient chaque piste. Les comptes bancaires de Marc furent épluchés. Aucune transaction suspecte n'apparut. Les caméras de surveillance des villes voisines furent analysées. Des centaines d'heures de vidéos furent visionnées. Le major Philippe Duval, de la section de recherche, le confirma. Pas le moindre mouvement des fonds. Pas de passage de la voiture après le pont. La piste d'une simple évasion sans trace s'amenuisait. L'argent était-il encore là? Ou avait-il déjà disparu? Puis, des mois plus tard, la routine fut brisée. Un mardi matin, à 9h15, l'équipe de la société Hydroscan effectuait des relevés. Ils préparaient un projet d'aménagement fluvial. Leur sonar, un appareil sophistiqué, balayait les fonds. Ils cherchaient des anomalies sous-marines. Soudain, un écho distinct apparut sur l'écran. Une forme sombre, métallique, trop régulière pour être naturelle. Elle reposait à 12 mètres de profondeur. Le technicien, Jean-Baptiste Lamy, n'en croyait pas ses yeux. C'était clairement un véhicule, inhabituel pour cette zone. L'image, floue mais indubitable, montrait une carrosserie. L'information remonta rapidement à la gendarmerie. Une équipe de plongeurs fut dépêchée sur place. L'eau était froide, la visibilité quasi nulle. Ils descendirent lentement. La lumière de leur lampe perça l'obscurité verdâtre. Puis, elle apparut. Une Peugeot 508 noire, enfoncée dans la vase. Son pare-brise brisé, ses portières déformées par l'impact. Le sergent-chef Marc Fournier, un plongeur expérimenté, décrivit la scène. La voiture était là, immobile, un spectacle glaçant dans le silence du fleuve. La récupération du véhicule fut une opération délicate. Une grue fut installée sur la berge. Les câbles s'enfoncèrent dans l'eau. Heure après heure, la carrosserie émergea. Elle ruisselait d'eau boueuse. L'odeur de vase et de carburant se mêlait à l'air frais. Une foule de curieux s'était rassemblée. Le choc était palpable. Que contenait cette carcasse? Était-ce la fin de l'attente? À l'intérieur, les enquêteurs trouvèrent des indices. La sacoche de Marc Dubois était là. Son portefeuille, ses papiers. Mais l'argent, les 5,3 millions d'euros, avait-il été transporté dans la voiture? Nulle trace de la somme colossale. La découverte de la voiture changeait tout. L'hypothèse de la fuite volontaire simple s'écroulait. Marc n'avait pas pris le large de son plein gré. Il y avait eu un événement, un accident ou une intervention extérieure. Le signal GSM coupé près du pont, ce détail initial, prenait un nouveau sens. Il n'était plus une coïncidence. Il marquait l'instant précis de la rupture, l'endroit exact de la chute. La voiture avait-elle été poussée? Avait-il perdu le contrôle? Le fleuve avait gardé son secret. Mais pour combien de temps? Après cette découverte, quelle théorie vous semble la plus plausible? A, B ou C? Commentez avec la lettre et la raison. Votre avis est précieux pour orienter les réflexions. La Peugeot 508 noire, une fois sortie des eaux troubles, devint la pièce maîtresse de l'enquête. Sur la berge, sous une bâche de protection,
l'équipe scientifique commença son travail minutieux. L'intérieur était gorgé d'eau, de vases, mais des éléments cruciaux y subsistaient. Les documents de Marc Dubois, son portefeuille, étaient là, intacts, mais les 5,3 millions d'euros n'étaient nulle part. Cette absence de l'argent renforçait une question lancinante. L'argent avait-il été retiré avant que la voiture ne sombre, ou Marc ne l'avait-il jamais eu sur lui ce soir-là? Dr Élise Bernard, légiste et experte en criminalistique, dirigea les premières analyses sur le véhicule. Les dégâts indiquent un impact frontal violent, expliqua-t-elle. Le pare-brise était brisé de l'intérieur, suggérant une projection ou une tentative de sortie. Des traces de pneus furent relevées sur la berge, mais elles étaient trop faibles pour indiquer une poussée délibérée. L'absence de Marc Dubois à l'intérieur du véhicule était la donnée la plus déconcertante. Si c'était un accident, où était le corps? La découverte de la voiture, sans Marc, sans l'argent, rebattait les cartes. L'hypothèse d'une fuite volontaire déjà fragilisée s'effondrait presque entièrement. Un homme qui s'enfuit avec une fortune ne laisse pas sa voiture au fond d'un fleuve, avec ses papiers. L'idée d'un accident, elle aussi, paraissait moins probable. Un simple accident de la route n'expliquerait pas la disparition du corps. Seules deux possibilités restaient en lice. Un crime où Marc aurait été enlevé ou tué avant que la voiture ne soit immergée. Ou un suicide, où il aurait choisi de se jeter à l'eau, laissant son véhicule comme une énigme. Le fleuve avait rendu la voiture, mais pas l'homme. La Loire, qui avait gardé son secret pendant des mois, semblait désormais se moquer des enquêteurs. Des recherches intensifiées furent lancées. Des drones survolèrent les méandres du fleuve. Des équipes cynophiles ratissèrent les rives. Le secteur du pont, où le signal GSM s'était éteint, fut fouillé de nouveau avec une précision chirurgicale. Combien de jours s'étaient écoulés entre la disparition et cette découverte macabre? 125 jours de silence. Les indices prélevés dans la voiture furent envoyés en laboratoire. Chaque fibre, chaque empreinte, chaque résidu. L'espoir était de trouver une trace d'ADN étrangère, un cheveu, une goutte de sang, qui pointerait vers un agresseur. Mais les eaux de la Loire avaient tout lessivé. Le sergent-chef Marc Fournier, le plongeur, confia son amertume. L'eau est un témoin silencieux, mais elle efface aussi les preuves. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin sous l'eau. Le capitaine Léa Moreau, du poste de gendarmerie, sentait la pression. « Nous avons la voiture, mais nous n'avons pas Marc », déclara-t-elle lors d'une conférence de presse. C'est un pas en avant. Mais aussi une nouvelle série de questions. La chronologie des événements était claire jusqu'à la disparition du signal GSM. Mais que s'était-il passé dans les minutes qui ont suivi? L'argent, cette somme colossale de 5,3 millions d'euros, était-il le catalyseur de ce drame? La famille de Marc, dévastée par la nouvelle, restait dans l'attente. Marie Dubois, son épouse, s'accrochait à l'idée que son mari était toujours en vie. Il ne nous aurait jamais fait ça. Jamais il ne nous aurait abandonnés, répétait-elle, les yeux rougis. Ce lien indéfectible qu'elle décrivait, ce pilier familial, rendait le scénario du suicide impensable pour elle. Mais alors, que s'était-il passé? Qui aurait pu s'en prendre à cet agriculteur respecté? Les enquêteurs réexaminèrent les relations de Marc, ses partenaires commerciaux, ses éventuels créanciers ou débiteurs. La fortune de 5 300 000 euros, censée assurer l'avenir de sa famille, devenait une ombre menaçante. Une fortune qui pouvait attiser les convoitises. Une fortune qui pouvait se transformer en fardeau. La piste criminelle prenait de plus en plus de poids. Mais quel est le mobile? Et où est le corps de Marc Dubois? Le village de Saint-Benoît-sur-Loire, autrefois paisible, était désormais hanté par le mystère. Les conversations au café tournaient autour de Marc. Chaque hypothèse était débattue avec ferveur. « Ça roule, ma poule », disait Marc autrefois. Aujourd'hui, plus rien ne roulait. L'angoisse grandissait. Une question restait suspendue dans l'air. Si Marc n'était pas dans la voiture, et si son corps n'était pas dans la Loire, où était-il? Et qui l'avait vu pour la dernière fois? Après le pont. Si vous croyez que raconter cette histoire peut aider quelqu'un, laissez un like pour propulser cette vidéo. La Peugeot 508 noire, une fois sortie des eaux troubles,
devint la pièce maîtresse de l'enquête. Sur la berge, sous une bâche de protection, l'équipe scientifique commença son travail minutieux. L'intérieur était gorgé d'eau, de vases, mais des éléments cruciaux y subsistaient. Les documents de Marc Dubois, son portefeuille, étaient là, intacts, mais les 5,3 millions d'euros n'étaient nulle part. Cette absence de l'argent renforçait une question lancinante. L'argent avait-il été retiré avant que la voiture ne sombre, ou Marc ne l'avait-il jamais eu sur lui ce soir-là? Docteur Élise Bernard, légiste et experte en criminalistique, dirigea les premières analyses sur le véhicule. Les dégâts indiquent un impact frontal violent, expliqua-t-elle. Le pare-brise était brisé de l'intérieur, suggérant une projection ou une tentative de sortie. Des traces de pneus furent relevées sur la berge, mais elles étaient trop faibles pour indiquer une poussée délibérée. L'absence de Marc Dubois à l'intérieur du véhicule était la donnée la plus déconcertante. Si c'était un accident, où était le corps? La découverte de la voiture, sans Marc, sans l'argent, rebattait les cartes. L'hypothèse d'une fuite volontaire, déjà fragilisée, s'effondrait presque entièrement. Un homme qui s'enfuit avec une fortune ne laisse pas sa voiture au fond d'un fleuve, avec ses papiers. L'idée d'un accident, elle aussi, paraissait moins probable. Un simple accident de la route n'expliquerait pas la disparition du corps. Seules deux possibilités restaient en lice. Un crime, où Marc aurait été enlevé ou tué avant que la voiture ne soit immergée, ou un suicide, où il aurait choisi de se jeter à l'eau, laissant son véhicule comme une énigme. Le fleuve avait rendu la voiture, mais pas l'homme. La Loire, qui avait gardé son secret pendant des mois, semblait désormais se moquer des enquêteurs. Des recherches intensifiées furent lancées. Des drones survolèrent les méandres du fleuve, des équipes cynophiles ratissèrent les rives. Le secteur du pont, où le signal GSM s'était éteint, fut fouillé de nouveau avec une précision chirurgicale. Combien de jours s'étaient écoulés entre la disparition et cette découverte macabre? 125 jours de silence. Les indices prélevés dans la voiture furent envoyés en laboratoire. Chaque fibre, chaque empreinte, chaque résidu. L'espoir était de trouver une trace d'ADN étrangère, un cheveu, une goutte de sang qui pointerait vers un agresseur. Mais les eaux de la Loire avaient tout lessivé. Le sergent-chef Marc Fournier, le plongeur, confia son amertume. L'eau est un témoin silencieux, mais elle efface aussi les preuves. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sous l'eau. Le capitaine Léa Moreau, du poste de gendarmerie, sentait la pression. « Nous avons la voiture, mais nous n'avons pas Marc », déclara-t-elle lors d'une conférence de presse. C'est un pas en avant, mais aussi une nouvelle série de questions. La chronologie des événements était claire jusqu'à la disparition du signal GSM. Mais que s'était-il passé dans les minutes qui ont suivi? L'argent, cette somme colossale de 5,3 millions d'euros, était-il le catalyseur de ce drame? La famille de Marc, dévastée par la nouvelle, restait dans l'attente. Marie Dubois, son épouse, s'accrochait à l'idée que son mari était toujours en vie. « Il ne nous aurait jamais fait ça. Jamais il ne nous aurait abandonnés », répétait-elle les yeux rougis. Ce lien indéfectible qu'elle décrivait, ce pilier familial, rendait le scénario du suicide impensable pour elle. Mais alors, que s'était-il passé? Qui aurait pu s'en prendre à cet agriculteur respecté? Les enquêteurs réexaminèrent les relations de Marc, ses partenaires commerciaux, ses éventuels créanciers ou débiteurs. La fortune de 5 300 000 euros, censée assurer l'avenir de sa famille, devenait une ombre menaçante. Une fortune qui pouvait attiser les convoitises. Une fortune qui pouvait se transformer en fardeau. La piste criminelle prenait de plus en plus de poids. Mais quel est le mobile? Et où est le corps de Marc Dubois? Le village de Saint-Benoît-sur-Loire, autrefois paisible, était désormais hanté par le mystère. Les conversations au café tournaient autour de Marc. Chaque hypothèse était débattue avec ferveur. « Ça roule, ma poule », disait Marc autrefois. Aujourd'hui, plus rien ne roulait. L'angoisse grandissait. Une question restait suspendue dans l'air. Si Marc n'était pas dans la voiture, et si son corps n'était pas dans la Loire,
Où était-il? Et qui l'avait vu pour la dernière fois après le pont? Si vous croyez que raconter cette histoire peut aider quelqu'un, laissez un like pour propulser cette vidéo. Les experts en accidentologie fluviale furent appelés en renfort. Leur mission? Reconstituer la trajectoire de la Peugeot. Était-elle tombée accidentellement ou avait-elle été précipitée volontairement? L'analyse des berges, désormais plus précise, révéla une légère dépression. Une zone où un véhicule aurait pu déraper. Mais aucune trace de freinage brusque. Aucune marque de lutte. Le mystère s'épaississait. Le conducteur avait-il pu s'échapper avant l'immersion complète? Le major Philippe Duval, chef de la section de recherche, souligna la complexité de l'affaire. Nous sommes face à un puzzle où il manque la pièce maîtresse, Marc Dubois lui-même. L'enquête retourna à la case départ, ou presque. Chaque personne ayant côtoyé Marc fut réinterrogée. Ses habitudes, ses contacts, ses moindres faits et gestes avant le 10 mai 2023. Tout fut passé au crible. Mais personne ne semblait avoir remarqué un changement de comportement majeur. Marc était le même, ou du moins, c'est ce qu'il laissait paraître. Le détail du signal GSM coupé à 19h10 près du pont devenait le pivot de toute l'affaire. C'était le dernier point de contact avec Marc. Les techniciens explorèrent la possibilité d'une coupure volontaire du téléphone. Mais pourquoi l'aurait-il fait, juste avant de disparaître? Ou était-ce l'impact de la chute qui avait mis fin à la communication? Le manque de preuves matérielles directes sur les berges compliquait la tâche des enquêteurs. La Loire avait englouti le véhicule, mais aussi les réponses. L'hypothèse d'un enlèvement, d'un crime orchestré pour l'argent, retrouvait de la vigueur. 5,3 millions d'euros, une somme qui pouvait attirer les pires convoitises. Marc aurait-il été contraint de se diriger vers le fleuve, victime d'une agression, puis jeté à l'eau, son corps emporté par les courants? Le fleuve de la Loire est vaste. Ses fonds sont sédimenteux, rendant la recherche d'un corps extrêmement difficile. Des centaines de kilomètres de berges à surveiller. Une tâche titanesque. La gendarmerie lança un appel à tout plaisancier, tout pêcheur, tout randonneur. Le moindre objet étrange, la plus petite observation le long des rives, pouvait être cruciale. Une veste, une chaussure, un signe. Le capitaine Léa Moreau insista. Chaque témoignage compte, même ce qui peut paraître anodin. L'espoir reposait désormais sur une nouvelle découverte, un détail oublié, un élément que la Loire finirait par rendre. Mais le temps passait. Les mois se succédaient. Le silence devenait pesant. L'ombre de l'incertitude planait sur Saint-Benoît-sur-Loire. Les habitants se sentaient vulnérables. Si un homme, comme Marc, solide et enraciné, pouvait disparaître ainsi, qui était à l'abri? Le sentiment de sécurité, si cher à cette communauté rurale, était brisé. Le mystère de Marc Dubois n'était plus seulement une affaire de gendarmerie. C'était une blessure ouverte pour tout un village. Et une question persistante. Que s'est-il réellement passé ce soir du 10 mai 2023 sur les bords de la Loire? Activa le Signigno. Le prochain acharnement peut te prendre de surprise. Malgré tous les efforts, la vérité sur Marc Dubois reste insaisissable. L'enquête, aujourd'hui encore, est active. Mais des questions essentielles demeurent. Le corps de Marc Dubois n'a jamais été retrouvé. Les 5,3 millions d'euros ont disparu sans laisser de traces. Les circonstances exactes de l'immersion de sa Peugeot 508 demeurent un mystère. S'agissait-il d'un accident, d'un suicide ou d'un crime odieux? Le major Philippe Duval l'a répété. Toutes les pistes restent ouvertes. Nous cherchons toujours des informations. La disparition de Marc Dubois, agriculteur respecté, a ébranlé la communauté de Saint-Benoît-sur-Loire. Elle a mis en lumière la vulnérabilité de chacun face à l'inconnu. Elle a aussi rappelé que même les fortunes les plus solides peuvent attirer les ombres les plus sombres. La sécurité de nos campagnes est-elle une illusion? Ou ce drame est-il l'exception qui confirme la règle? Si vous détenez la moindre information, même celle qui vous semble insignifiante, contactez la gendarmerie locale. Chaque détail compte.
Les experts ont continué d'analyser les données du signal GSM. Ils ont examiné la voiture sous tous les angles. Mais la Loire, ce témoin silencieux, avait effacé les preuves cruciales. Elle avait gardé le secret de ce qui s'est passé. Nous n'avons pas de réponse définitive. C'est pourquoi nous devons continuer à chercher. Quelle scène vous a le plus glacé dans cette histoire? Quel détail technique a bouleversé votre théorie sur cette disparition? Abonnez-vous et commentez ces éléments. Votre participation peut faire la différence. Aujourd'hui, l'ombre de Marc Dubois plane toujours sur la Loire. Son absence est une blessure ouverte pour sa famille, pour ses proches, pour toute une région. L'argent, cette fortune de 5,3 millions d'euros, est devenue un fardeau, une énigme. Le drone et la bathymétrie ont permis de retrouver la voiture. Mais la voiture n'a fait qu'accentuer le mystère. Elle a prouvé que Marc n'avait pas pris le large volontairement. Elle a révélé qu'un événement tragique s'était bien produit. Mais elle n'a pas révélé l'homme. Si vous pensez que partager cette histoire peut aider à trouver une réponse, laissez un like pour propulser cette vidéo. Cela peut porter l'affaire à des yeux qui savent. Un autre mystère nous attend la semaine prochaine avec d'autres zones d'ombre à éclaircir. Abonnez-vous pour ne rien manquer.